j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode FAQ Paye ta carrière. Un épisode un petit peu spécial puisque j'ai des annonces à vous faire. Une annonce en particulier qui j'espère vous fera extrêmement plaisir. Coucou Andrea, j'espère que tu vas bien. Coucou tout le monde, bienvenue pour ce FAQ Paye ta carrière. Restez bien jusqu'au bout, j'ai une annonce à vous faire, une annonce qui j'espère vous fera hyper plaisir. J'espère que vous commencez bien la semaine. Pour ceux qui sont encore en week-end pour quelques heures, profitez-en bien. Et puis pour ceux qui, comme moi, ont bossé aujourd'hui, je vous souhaite plein de courage pour le reste de votre semaine. Et du coup, sans plus attendre, on commence par le FAQ Paye ta carrière. Et comme je vous le disais, je vais vous annoncer un truc sympa tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Pour ceux qui connaissent pas le principe du FAQ Paye ta carrière, c'est qu'un vendredi sur deux, je vous ouvre une boîte à questions en story dans laquelle vous pouvez me laisser toutes les questions que vous avez sur votre paye, votre carrière professionnelle. Et moi, le lundi qui suit, vers 21h, là je suis un peu en retard, il est 21h22, je viens répondre à 5 d'entre elles en direct, en live. Et bien sûr, pour ceux qui sont là avec moi en live, je réponds à 5 questions supplémentaires aussi. Donc n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions avec le point d'interrogation si vous avez des questions à me poser et que vous n'avez pas eu votre réponse en story. Voilà. Donc, je commence par la première question. Alors, cette semaine, vous étiez à fond sur le bulletin de paye. J'ai eu plein de questions sur le bulletin. La première question, ça veut dire quoi la CSG-CRDS La CSG-CRDS sur le bulletin de paye, donc c'est une ligne de cotisation. Ce sont plusieurs lignes même de cotisation. La CSG, c'est la contribution sociale généralisée et c'est une contribution qui va servir à financer notre système de protection sociale. Et la CRDS, c'est la contribution au remboursement de la dette sociale, donc qui est la cotisation qui est censée aider à rembourser le trou de la sécu. Donc on rembourse la dette de la sécurité sociale avec cette cotisation. Donc voilà pour la question sur la CSG-CRDS et où va votre argent sur cette partie-là. La deuxième question que j'ai eue, c'est comment est-ce qu'on fait pour vérifier le net imposable, un sujet d'actualité puisque vous êtes en train de déclarer vos impôts pour les plus retardataires. Là, c'est quoi qu'il reste, je crois, un peu de temps. Je sais pas c'est quand en fonction de où vous êtes, jusqu'à quand c'est les déclarations d'impôts, mais voilà, on va dire les plus prévenants l'ont déjà fait et puis la team, je me laisse le temps, a peut-être pas fait le taf. Mais du coup, pour le net imposable, le calcul, c'est de partir de votre salaire brut. On déduit toutes les cotisations salariales, donc dans la colonne cotisation salariale, toutes les cotisations salariales que vous payez et on rajoute le montant patronal de votre mutuelle ou de vos prévoyances. Et on rajoute également la CSG et la CRDS non déductibles parce que c'est imposable même si vous ne les touchez pas. Voilà pour le calcul du net imposable. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier un solde de tout compte quand on est licencié ? La vérification d'un solde de tout compte, ça suit toujours le même principe. L'idée, c'est que sur le solde de tout compte, on va vous payer tout ce qu'on vous doit. Donc, théoriquement, vous devez contrôler est-ce qu'on m'a bien payé tout ce qu'on me doit. Dans le cas du licenciement, en fonction du type de licenciement, vous allez avoir le droit à certaines indemnités de licenciement. Mais en fonction de votre type de licenciement, il n'y a pas toujours droit à une indemnité de licenciement. Si par exemple vous êtes licencié pour faute grave ou que vous êtes licencié pour faute lourde, vous n'avez pas le droit à une indemnité de licenciement, donc il n'y aura pas cette indemnité à contrôler. Par contre, si vous êtes licencié pour motif économique, pour faute simple ou pour inaptitude, il y aura une indemnité de licenciement à contrôler. Et là, il faut se référer au calcul de la convention collective ou du légal pour voir si cette indemnité elle a été correctement calculée. Idem, vous allez avoir, si vous reste des congés payés, on doit vous payer le nombre de congés payés qui vous reste. Si éventuellement vous aviez des RTT, on doit vous les payer, donc il faut vérifier le calcul. L'idée, c'est vraiment de dire je vais regarder tout ce qu'on est censé me payer. Donc déjà, faites peut-être la liste de tout ce qu'on vous doit, tout ce qu'on vous paye habituellement. Et ensuite, vous vérifiez une à une les lignes pour savoir s'il y a pas des sous qui manquent. Et n'hésitez pas, si ça vous semble compliqué, à faire appel aussi au service de notre plateforme
parce que du coup on a toute une équipe de gestionnaires de paye sur Check Ta Paye qui vous propose cette prestation de vérification du solde de tout compte. Ça peut valoir le coup quand on estime ou qu'on a l'impression qu'il manque des sous. Et Andrea qui complète: et on ne signe pas son reçu pour solde de tout compte, n'est-ce pas? Le papier non obligatoire me semble-t-il. Alors attention, le reçu pour solde de tout compte, ce papier, il est obligatoirement remis par l'employeur. Par contre, vous n'avez aucune obligation de le signer. Et je le répète, parce que je l'ai beaucoup dit, mais il y en a toujours qui ne l'ont pas encore entendu. C'est vraiment... Non, vous ne le signez pas, vous n'avez aucune obligation de le signer. Et quand vous le signez, ça diminue le délai que vous avez pour faire une réclamation. Et au lieu d'avoir jusqu'à 3 ans en fonction du type d'élément de salaire, eh bien, vous passez que à 6 mois. Et après 6 mois, même si vous pouvez prouver par A plus B qu'il y a une anomalie, qu'il y a une erreur sur votre solde de tout compte, il y a prescription et l'employeur n'est plus tenu de vous rembourser parce que vous l'avez libéré de cette obligation. Donc, si on vous demande de le signer, on dit non. Voilà. Ensuite, on avait une question... à quoi renvoie la ligne famille sur une fiche de paye? Je vous ai dit, vous étiez à fond sur la fiche de paye dans les questions aujourd'hui. La ligne famille, c'est en fait une cotisation. Alors c'est une cotisation qui est 100% patronale aujourd'hui, et cette cotisation, eh bien, va venir financer des prestations familiales. Donc, c'est essentiellement ça qui va servir à financer la CAF. Et donc, les prestations comme les allocations familiales, prestations de jeunes enfants, les choses comme ça, elles sont financées, entre autres, par les cotisations sur votre bulletin de paye. Voilà, même si on n'a pas d'enfants. Voilà pour la question. La 4e question, alors je sais plus si on en a la 4e ou la 5e question. Quel est l'impact des tickets restaurants sur nos impôts? Alors, par rapport au bulletin de paye, les tickets restaurants, son impact va être différent en fonction du montant de tickets restaurants que vous avez perçu et aussi en fonction du montant de la part que votre employeur va prendre en charge dans le coût des tickets restaurants. Par exemple, en fait, le calcul, on va dire, le plus courant qu'on va retrouver, c'est que vous allez avoir des tickets restaurants. On va dire que peut-être que vous avez un ticket restaurant dont la valeur faciale est de 10 €. Donc, chaque ticket est de 10 €. Sur ce ticket de 10 €, il y a une partie qui va être payée par l'employeur et une partie qui va être payée par le salarié. L'URSSAF dit OK, je vais considérer que les tickets restaurants, c'est pas vraiment du salaire jusqu'à une certaine limite. En dessous, au-dessus de cette limite, je vais commencer à me dire que c'est un peu un avantage en nature et du coup, je veux qu'on paye des cotisations et que ce soit imposable. Mais en dessous d'un seuil qu'on va appeler le seuil d'exonération, tant que le ticket restaurant, la part que votre employeur paye sur ces tickets restaurants ne dépasse pas cette limite, eh bien, c'est du net et donc vous n'allez pas payer ni d'impôts ni de cotisations salariales sur ces tickets restaurants là. Et donc souvent vous allez constater que les employeurs essayent de rester en dessous de cette limite pour éviter d'avoir à que eux et que vous aussi cotisiez sur la part de tickets restaurants qu'ils prennent. Aujourd'hui cette limite elle est fixée à 7,18 €. Donc si par exemple sur vos tickets restaurants votre employeur paye plus de 7,18 € sur votre ticket à 10 €, eh bien la part qui dépasse les 7,18 € sera soumise à cotisation et rentrera dans votre impôt, alors que s'il paye que 6 € par exemple, eh bien là il y aura pas, ça rentrera pas dans les impôts et ça rentrera pas non plus dans la base des cotisations. Le deuxième point, c'est qu'il y a une double limite. L'employeur aussi, ne doit pas dépasser 60% de la valeur du ticket restaurant. Admettons que là, votre ticket restaurant, vous avez vraiment de la chance, ils font 20 € par ticket restaurant. Si c'est 20 € par ticket restaurant, dès lors que l'employeur dépasse 60% des 20 €, donc ça fait 12 € si je sais bien compter. Ça fait 12 €. Eh bien là, il va aussi avoir toute la part qui dépasse les 60% qui va être soumise à cotisation. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que la double limite s'applique. Donc même si l'employeur prend que 50% des 20 €, ça fait donc 10 €, vu qu'il dépasse les 7,18 €, la partie qui dépasse les 7,18 € sera aussi
sera aussi prise en charge. Lilou Eden qui dit est-ce que la question ne concernait pas plutôt les paniers repas dans les frais réels impôts? Non, la personne a parlé de tickets restaurants. Et du coup, les tickets restaurants, si l'employeur est en dessous des limites, ça n'a pas d'impact sur les impôts. Voilà pour cette question-là. Et après, j'ai eu plusieurs questions sur est-ce que tu peux nous donner des exemples sur le calcul du net social, etc. C'est compliqué de faire un exemple en direct parce que en fonction des éléments qui auront été mis en place sur votre bulletin de salaire, le calcul va être différent. Mais du coup, c'est le moment de ma petite annonce. La bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé, parce que je vais sortir prochainement une formation sur comment lire et vérifier sa fiche de paye en toute autonomie, qui est pensée en fait vraiment pour les salariés qui ont pas de formation en paye, qui veulent pas devenir non plus des gestionnaires de paye, mais qui veulent avoir une meilleure compréhension de leur bulletin de paye. Donc je vais sortir cette formation-là et à l'occasion de la sortie, eh bien j'offre une formation, une masterclass de 2 heures pour qu'on décrypte ensemble une fiche de paye. Donc l'idée, ça va être de vous envoyer en amont une fiche de paye avec un petit dossier paye. Vous allez décortiquer plein d'infos là-dessus. Vous allez essayer de repérer les anomalies de la fiche de paye et on fait la correction en direct ensemble et on décrypte les erreurs. Et l'idée, c'est d'essayer de faire votre score et de déterminer combien d'argent on peut vous prendre sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc, je vais partager avec vous pas mal d'infos, plein de secrets qu'on veut pas forcément que les salariés sachent sur leur fiche de paye. Et aussi, eh bien, on aura l'occasion d'écouter le témoignage d'Asia qui a permis à sa maman, grâce à sa vigilance, de récupérer plus de 13 669 € sur sa fiche de paye à cause d'une erreur de paye. Donc, pour vous dire que les impacts de contrôler ou pas sa paye sont réels. Donc, tout ça, ça aura lieu vendredi 31 mai à 20h30. Ça, c'est vous qui avez décidé de cet horaire. C'est les plus nombreux quand j'ai fait le sondage en newsletter. Donc, si t'es pas abonné à la newsletter, abonne-toi. Je vous enverrai le lien en DM. Donc, vous avez 2 options pour recevoir le lien pour vous inscrire à la masterclass. Soit quand vous verrez passer cette vidéo en replay, vous commentez masterclass et je vous envoie le lien d'inscription. Soit quand vous le verrez passer en story, vous commentez masterclass et je vous l'envoie aussi pareil en DM. Ou sinon, vous m'envoyez un DM avec écrit masterclass et on vous envoie le lien pour vous inscrire à la masterclass. C'est complètement gratuit, c'est sans engagement. Et du coup, si vous êtes peut-être intéressé par mieux comprendre votre bulletin de paye, ce sera hyper intéressant. Et là, vous aurez vraiment des exemples pour toutes ces questions qu'on me pose, mais qui peuvent pas être traitées en 1 ou 2 minutes comme ça en live sur ce format-là, où on pourra aller plus en profondeur. Et on terminera la session par 30 minutes de questions-réponses, où bien sûr, vous pourrez me poser aussi toutes les questions que vous avez sur votre paye. Je ferai prochainement une petite FAQ spéciale sur la masterclass. Si vous avez des questions spécifiques, j'ouvrirai une boîte à questions. Mais pour les personnes qui sont dans le public, je sais que je ne suis pas une spécialiste du secteur public. N'empêche que ça reste quand même des notions sur le bulletin de paye. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a des questions sur lesquelles, clairement, je ne saurais pas vous répondre. Mais je pourrais vous donner peut-être des informations, des tips généraux sur la fiche de paye. Ça peut être un bon point de départ. Donc, ne vous empêchez pas de venir parce que vous êtes dans le secteur public. Ça marche ? Avec plaisir. Merci pour ceux qui mettent tous les mots de soutien. Et on va pouvoir passer du coup à la question suivante, enfin aux questions que vous m'avez mises dans la boîte à questions. Jess qui dit que recommandes-tu quand un employeur refuse la rupture conventionnelle? Raison évoquée, on est super content de ton travail, donc nous n'avons aucune raison d'arrêter le contrat. En fait, vraiment, quand vous envisagez une négociation de rupture conventionnelle, il faut vous dire que la logique, c'est du gagnant-gagnant. Si vous y allez sans avoir réfléchi à qu'est-ce que l'employeur a gagné sur votre départ, vous y allez en mode je quémande ma rupture conventionnelle, j'espère qu'ils vont dire oui, ils n'ont pas de raison d'accepter très concrètement. Donc, à un moment donné, il faut que tu analyses la situation et que tu te dises quel est le levier que moi je peux avoir. Et ça va dépendre de ta situation personnelle par rapport à l'employeur. Qu'est-ce que tu peux lui apporter concrètement qui justifierait qu'il accepte de
de payer pour te voir partir malgré le fait parce qu'il y a quelque chose que tu mets en compensation. Ça peut être une passation qui se passe très bien. Ça peut être du temps supplémentaire. Ça peut être pas mal d'avantages de ce type. Si tu n'as aucun levier, donc si l'employeur n'a réellement aucun intérêt à te payer pour partir, très concrètement, la rupture conventionnelle n'est pas le bon dispositif pour partir dans ces conditions. Il faut savoir qu'une rupture conventionnelle, c'est un dispositif parmi d'autres pour se séparer d'un employeur. Il ne faut pas hésiter à voir ce qu'il y a d'autres comme dispositifs qui peuvent exister, mais il n'y a jamais de cas où, dans 100% des cas, on peut négocier une rupture conventionnelle. Il faut vraiment réussir à trouver l'intérêt de l'employeur et trouver une solution qui peut être avantageuse pour lui à lui proposer, pour qu'il accepte. Clarisse qui demande est-ce que les congés fractionnés seront ajoutés au compteur au 1er juin? Alors ça dépend beaucoup de la société, mais en général, non. Les congés, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les congés fractionnés, je pense que Clarisse fait référence au fractionnement des congés payés. C'est quand on a posé ces congés d'une certaine façon, donc on n'a pas pris tous ces congés, on va dire, pendant la période estivale et qu'il nous reste encore des congés après le 31 octobre, en fonction de comment on les a posés, parce qu'il y a des règles très spécifiques, eh bien, à partir du 1er novembre, l'employeur va devoir rajouter entre 1 et 2 jours supplémentaires de congés dans le compteur du salarié. Donc, en général, c'est plutôt au mois de novembre qu'on rajoute les jours de fractionnement, plutôt qu'au mois de juin, la plupart du temps. Voilà pour les questions que j'ai vues dans la boîte à questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde rapidement dans le chat. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Je remonte, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ok. Bah écoutez, n'hésitez pas de toute façon à remettre... Ah, Laura qui me demande, est-ce que l'employeur peut retirer des congés payés aux salariés sans son accord? Par défaut, non. Quand tu appelles retirer, c'est-à-dire supprimer, faire disparaître des congés payés du compteur comme ça, par défaut, non. En revanche, attention, les congés payés ont une date d'expiration et à partir du moment où vous êtes arrivé à la date d'expiration, que vous n'avez pas été empêché de poser vos congés payés et que vous les avez pas posés, ils sont perdus. Donc, dans ces cas-là, effectivement, l'employeur peut supprimer des congés payés de votre compteur et souvent la date d'expiration c'est le 31 mai et donc là on est proche. Donc si vous n'avez pas posé des congés qui vous en restent de l'année antérieure, n'hésitez pas à les poser pour éviter qu'ils soient perdus. Mais si vous avez un doute sur le fait est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher d'un juriste, du service de renseignement au droit du travail ou d'une maison de justice pour savoir si dans votre cas précis votre employeur a le droit ou pas de supprimer les congés payés. Latifa qui nous demande quel est le plafond qu'on peut réclamer en dommages et intérêts pour les prud'hommes. Ça dépend complètement de la situation. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le barème Macron. Le barème Macron, c'est un barème qui va plafonner le montant des dommages et intérêts que vous allez avoir si vous gagnez au prud'homme. Mais ça dépend de votre ancienneté, ça dépend de la taille de la société. Et si tu veux, Latifa, tu peux retrouver ce barème sur le site du service public et tu peux faire une simulation en fonction de ta société et de ton ancienneté. Après, il faut savoir qu'il y a des cas où ce barème ne s'applique pas et les indemnités ne sont plus plafonnées et ça, donc les indemnités de licenciement abusif, etc., ne sont plus plafonnées comme les cas de discrimination, de harcèlement, etc. Mais ça, faut plus voir avec un avocat. Là, moi, je ne saurais pas en dire plus. Oui, Sandra, il y aura bien un replay. Je vais prendre une dernière question avant. C'est ça qui demande, est-ce que mon employeur peut refuser un départ pour formation? Ça dépend du type de dispositif que tu
utilise pour partir en formation, si c'est les dispositifs légaux pour partir en formation, en général, un employeur ne peut pas, à partir du moment où tu respectes les conditions pour entrer dans le dispositif, ne peut pas refuser purement et simplement. En revanche, il peut reporter en général le départ de la formation. La dernière fois, par exemple, dans le cas de Transition Pro, on avait un conseiller Transition Pro qui disait que pour ce type de départ, eh ben, il pouvait reporter de 9 mois. Mais la seconde fois qu'on refait la demande après le report de 9 mois, l'employeur est obligé d'accepter parce qu'il a eu un temps suffisant pour s'organiser. Donc, à condition qu'il puisse prouver que le départ en formation va soit désorganiser la société, soit qu'il y a d'autres personnes qui sont en formation et donc il peut pas te laisser partir en formation. Mais généralement, si tu réponds aux critères, l'employeur ne peut pas refuser un départ pour ta formation. Il peut juste la reporter. Donc, faut juste anticiper suffisamment ton départ en formation pour pouvoir, on va dire, te réajuster si tu as un report de ta formation. Je t'en prie, c'est ça. Merci à tous d'avoir été là nombreux pour ce live FAQ Paye ta carrière. Merci Clarisse pour les précisions. Effectivement, les lives sont un replay. Et effectivement, normalement, je les remets en ligne sur YouTube. J'avoue que j'ai pas mal de retard sur les remises en ligne sur YouTube. En revanche, pour Instagram, elles sont bien là. Vous pouvez retrouver tous les lives. En revanche, il faut scroller un petit peu parce qu'on n'a plus... avant, je faisais une espèce de guide avec tous mes lives, mais Instagram a enlevé la fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas, en fait, dès que vous voyez les lives, à les enregistrer, même si vous allez pas les regarder tout de suite. Ça vous permet, en fait, après, de vous créer votre petite bibliothèque dans les enregistrements et de retrouver les replays par la suite. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!